L'odeur du désinfectant flottait dans l'air chaud de l'hôpital privé Al-Maha, niché dans le luxueux quartier d'Al-Barsha à Dubaï. Les sols en marbre étincelaient sous les lumières fluorescentes, et le doux bourdonnement des machines de l'unité de soins intensifs se mêlait au claquement occasionnel des talons, médecins, infirmières et visiteurs passant à la hâte. Parmi eux, invisible pour la plupart, marchait Aline Costa. Aline, 28 ans, portait un uniforme bleu ordinaire. Ses cheveux bruns bouclés étaient toujours attachés en arrière, et ses baskets étaient usées mais propres. Chaque matin, elle arrivait avant l'aube, passant la serpillière et nettoyant les chambres avec un dévouement silencieux. Elle venait de Salvador, au Brésil, et était venue à Dubaï, en quête d'un meilleur salaire. La vie ne lui avait offert aucun raccourci, seulement du travail, de la résilience et du silence. Ce jour-là, elle était assignée à la suite de Leila Al-Hussein, fille du milliardaire Cheikh Rachid. La jeune fille était dans le coma depuis 3 mois après un tragique accident. La chambre était entièrement blanche, ce genre de blanc qui donne froid malgré la chaleur extérieure. Les équipements médicaux clignotaient et émettaient de faibles bips autour de la silhouette silencieuse dans le lit. Alors qu'Aline époussetait le cadre de la fenêtre, la porte s'ouvrit. Yasmine, la fille aînée du cheikh, entra, vêtue de soie et de diamants. Elle ne jeta même pas un regard à Aline. « Assurez-vous que les fenêtres soient impeccables. Baba amène le neurologue français aujourd'hui, » dit Yasmine, en anglais, d'un ton plat et tranchant. « Oui, madame, » répondit Aline, son accent épais, sa voix douce. Le regard de Yasmine tomba sur elle pour la première fois. « Vous parlez français ?» demanda-t-elle avec un sourire sarcastique, remarquant le petit livre qui dépassait de la poche d'Aline. « Un peu... j'apprends, » répondit Aline les yeux baissés. Yasmine ricana. « C'est mignon, des femmes de ménage qui rêvent en français. » Elle se retourna et partit, son parfum persistant derrière elle comme un fantôme d'indifférence. Aline resta en silence. Elle ne pleura pas. Elle ne parla pas. Elle regarda simplement la jeune fille pâle dans le lit, puis lentement, elle sortit Le Petit Prince de sa poche. Elle lut une phrase en français, doucement, pour elle-même, puis se remit au travail. Dehors, l'appel à la prière résonnait dans l'air doré de la fin d'après-midi, comme si la ville elle-même murmurait « Il ne te voit pas, mais moi, si ». Le lendemain matin, l'hôpital s'anima avec l'arrivée du docteur Laurent Beaumont, un éminent neurologue de Paris. Aline l'aperçut dans le couloir, grand et distingué, avec ses cheveux grisonnants et ses lunettes à monture fine. Son français coulait comme de l'eau claire, et elle ralentit son pas pour l'écouter parler avec l'équipe médicale locale. « Le cas est complexe, » disait-il, « mais j'ai vu des patients sortir de comas similaires grâce à la thérapie par stimulation sensorielle. » Aline s'attarda un moment de trop, absorbée par la mélodie de sa langue maternelle. « Que faites-vous encore ici ?» La voix tranchante de Samir, le superviseur du personnel d'entretien, la ramena brutalement à la réalité. « Finissez le couloir, et descendez au laboratoire. »« Pardon, monsieur » murmura-t-elle, baissant les yeux. Plus tard ce jour-là, alors que le soleil commençait à descendre et que la chaleur du désert s'atténuait légèrement, Aline termina son service en nettoyant les environs de la chambre de Leila. Elle entendait le docteur Beaumont discuter avec le cheikh Rachid et d'autres médecins à l'intérieur. Nous pouvons essayer diverses formes de stimulation, musique, odeurs familières, peut-être même des enregistrements de voix de membres de la famille, expliquait le médecin français. Quelque chose s'alluma en Aline. La musique, les voix. Elle repensa aux chansons que sa grand-mère lui avait apprises, les mélodies françaises qui avaient bercé son enfance loin de là, au Brésil. Quand tout le monde fut parti, elle entra silencieusement dans la chambre pour vider la poubelle. Leila gisait immobile, son beau visage aussi paisible que celui d'une poupée de porcelaine. Sans vraiment réfléchir, Aline commença à fredonner doucement « La vie en rose ». Sa voix était à peine audible, mais dans le silence de la chambre, elle semblait envelopper l'espace d'une chaleur inexplicable. « Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas.
Les paroles glissèrent de ses lèvres comme une prière. Elle crut voir, peut-être était-ce son imagination, un léger tressaillement des doigts de Leila. Son cœur battit plus fort, mais elle n'osa pas s'approcher davantage. La porte s'ouvrit brusquement, faisant sursauter Aline. C'était Sophie Legrand, l'infirmière française qui accompagnait le docteur Beaumont. « Que faites-vous » demanda-t-elle, plus curieuse que réprobatrice. « Je nettoyais juste » balbutia Aline, pointant vers la poubelle. Sophie l'étudia un moment. « Vous chantiez, n'est-ce pas ?» C'était Édith Piaf. Aline hocha la tête, s'attendant à être réprimandée. « C'était beau » dit simplement Sophie. « Vous avez une belle voix. » Un sourire timide apparut sur le visage d'Aline. « Merci » murmura-t-elle en français, surprise d'entendre sa propre voix prononcer ce mot. « Vous parlez français ?» Sophie semblait ravie. « Un peu. »« J'apprends avec ça, » dit-elle, montrant le petit prince qui dépassait de sa poche. Sophie sourit, puis jeta un coup d'œil vers Leila. « Vous savez, le docteur Beaumont croit fermement au pouvoir de la stimulation par la musique. Peut-être que votre voix pourrait faire partie de sa thérapie. » Avant qu'Aline puisse répondre, des voix se firent entendre dans le couloir. Yasmine revenait. Sophie lui fit un clin d'œil complice et s'écarta, laissant Aline terminer rapidement son travail et s'éclipser sans être vue. Aline avait grandi dans un petit quartier appelé Saramandaya, à Salvador. Élevée par sa grand-mère Dona Lucia, elle avait appris dès son plus jeune âge comment faire durer un sac de riz pour une semaine entière de repas et comment apaiser la douleur avec des histoires et des chansons. Son père avait disparu avant qu'elle ne sache marcher, et sa mère, femme de ménage elle aussi, était morte d'un cancer quand Aline n'avait que 9 ans. Mais dans cette petite maison jaune, aux murs fissurés et aux manguiers dans la cour, Aline avait trouvé la musique. Sa grand-mère possédait une radio qui ne captait qu'une seule station, Radio Educadora. Et Aline avait appris chaque vieille chanson française qui traversait les parasites. Édith Piaf, Charles Aznavour et Dalida. Elle n'avait jamais eu de piano, mais elle avait sa voix. Une voix chaude et texturée comme du vieux velours. Dans son petit appartement partagé à Dubaï, Aline s'assit sur son matelas étroit, les yeux fermés, laissant les souvenirs de son enfance l'envahir. Le parfum des mangues mûres, la voix rauque de sa grand-mère, le crépitement de la vieille radio. Elle serra contre elle le carnet usé où elle notait ses rêves et ses pensées. Ce soir, elle y avait écrit « Aujourd'hui, j'ai chanté pour Leila, et peut-être qu'elle m'a entendu. » Le lendemain, Aline retrouva Amal, une infirmière palestinienne de 40 ans, qui avait perdu son fils dans la guerre. C'était sa seule véritable amie à Dubaï. Elles se rencontrèrent à la cafétéria du personnel, un espace étroit et sans fenêtre au sous-sol de l'hôpital. « Tu as l'air fatigué », remarqua Amal en poussant vers elle un sandwich supplémentaire. « J'ai mal dormi », admit Aline, acceptant la nourriture avec gratitude. « Je pensais à la jeune fille, Leila. La fille du Cher, celle qui est dans le coma ?» Aline hocha la tête. « Hier, j'ai chanté pour elle. Juste une chanson française, et j'ai cru voir ses doigts bouger. » Amal soupira, posant une main rugueuse sur celle d'Aline. « Ma chérie, parfois notre esprit nous joue des tours quand on le désire trop. »« Peut-être, » concéda Aline. « Mais l'infirmière française, Sophie, elle m'a dit que le médecin croit à la thérapie par la musique. » Sophie Legrand ? Elle est gentille, celle-là, pas comme les autres qui nous regardent à peine. Amal but une gorgée de son thé noir. « Tu sais, mon fils aimait quand je lui chantais des berceuses, même adolescent. » Ses yeux s'embuèrent, mais elle sourit. « Ta voix, Aline, elle a quelque chose de spécial. Je l'ai remarqué la première fois que je t'ai entendu fredonner en nettoyant. Ma grand-mère disait que je chantais avant de parler, » sourit Aline. « Elle m'a appris toutes ces vieilles chansons françaises qui passaient à la radio. Je ne comprenais pas les paroles, mais j'aimais la mélodie. Et maintenant, tu les comprends ? De plus en plus. J'étudie le français chaque soir. » Aline sortit son livre de sa poche. « C'est difficile, mais j'aime ça. Ça me rappelle ma grand-mère. » Le bip strident d'un beeper interrompit leur conversation. Amal soupira. « C'est l'étage de soins intensifs. Je dois y aller. »
Elle hésita, puis ajouta « Continue à chanter, querida. Même ceux qui dorment ont des âmes qui écoutent. » Ces mots résonnèrent en Aline toute la journée, alors qu'elle passait de chambre en chambre, nettoyant, époussetant, vidant les poubelles. À l'heure du déjeuner, elle croisa le docteur Beaumont qui discutait avec Sophie dans le couloir. Le médecin français parlait avec animation, ses mains dessinant des figures dans l'air. La stimulation multisensorielle est essentielle, disait-il. La musique en particulier peut créer des chemins neurologiques alternatifs. Sophie remarqua Aline et lui sourit discrètement. Aline baissa les yeux et continua son travail, mais son esprit bourdonnait d'idées. En fin d'après-midi, Aline prit son courage à deux mains et frappa doucement à la porte du bureau temporaire du docteur Beaumont. Il leva les yeux de ses dossiers, surpris. « Oui ?» dit-il, ses lunettes glissant légèrement sur son nez aquilin. « Pardon, monsieur » commença Aline, hésitante. « Je nettoie la chambre de Leila Al-Hussein. »« Ah !» dit-il, l'observant avec une curiosité nouvelle. « Entrez, mademoiselle. » Aline. Aline Costa. « Vous êtes brésilienne ?» demanda-t-il, remarquant son accent. « Oui, monsieur. »« Et vous parlez français ?» sourit-il, passant naturellement du français à l'anglais. « Comment puis-je vous aider ?» Aline inspira profondément. « J'ai entendu que vous utilisiez la musique comme thérapie. Je chante parfois pour Leila quand je nettoie sa chambre, des chansons françaises que ma grand-mère m'a apprises. » Le docteur Beaumont se redressa, soudain intéressé. « Vraiment ? Quelle chanson ? Édith Piaf, Charles Aznavour. » Elle s'interrompit, intimidée. « Et vous avez remarqué quelque chose ? Je ne suis pas sûr. Hier, j'ai cru voir ses doigts bouger, mais... » Le médecin se leva brusquement, une lueur d'excitation dans ses yeux gris. « Montrez-moi, maintenant !» Aline le suivit, le cœur battant, jusqu'à la chambre de Leila. Par chance, ni Yasmine ni le cher n'étaient présents. Sophie vérifiait les constantes de la patiente et leva un sourcil surpris en les voyant entrer ensemble. « Docteur Beaumont, Sophie, notre jeune amie ici présente, a peut-être fait une observation importante, » expliqua-t-il rapidement. Puis, se tournant vers Aline, « Pourriez-vous faire exactement ce que vous faites d'habitude, chanter comme vous le feriez normalement ?» Aline regarda autour d'elle, soudain consciente des regards posés sur elle. Elle n'avait jamais chanté devant personne, sauf sa grand-mère. Sa gorge se serra. « Ne vous inquiétez pas, » dit doucement Sophie, comprenant son malaise. « Faites comme si nous n'étions pas là. » Aline s'approcha du lit de Leila. La jeune fille semblait si paisible, si loin. Fermant les yeux pour oublier les autres présences dans la pièce, Aline commença à chanter, d'abord doucement, puis avec plus d'assurance. « Non, rien de rien, non. Je ne regrette rien. » Sa voix s'éleva, pure et émouvante, remplissant la chambre stérile d'une chaleur inattendue. Elle ne vit pas le docteur Beaumont et Sophie échanger des regards stupéfaits. Elle ne vit pas non plus la porte s'ouvrir silencieusement, laissant entrer le cheikh Rachid, figé sur le seuil par la scène qui se jouait devant lui. Tout ce qu'elle vit, lorsqu'elle rouvrit les yeux à la fin de sa chanson, ce fut le doigt de Leila qui bougeait distinctement sur le drap blanc. Un matin, alors que l'air scintillait de chaleur à l'extérieur, le docteur Beaumont arriva avec une équipe de spécialistes français. Aline venait de terminer le nettoyage de la chambre de Leila et fredonnait « Non, je ne regrette rien », quand Yasmine fit irruption, les lèvres rouges et impatientes. « Je vous ai dit de ne pas être là pendant qu'il travaille. Sortez !» claqua Yasmine. « Je finissais juste. J'ai dit dehors !» Aline recula, mais heurta accidentellement une petite boîte en porcelaine sur la table. Elle se brisa. Les yeux de Yasmine s'écarquillèrent de rage. « Elle a été fabriquée sur mesure à Paris, femme de ménage maladroite », siffla-t-elle. Elle sortit dans le couloir, criant en arabe. En quelques minutes, Aline fut convoquée au bureau de l'administrateur. Ses mains tremblaient, tandis qu'on l'accusait de négligence, de non-respect du protocole et de perturbation de la patiente. Son emploi était en jeu. Dans le couloir menant au bureau du directeur administratif, Aline croisa Sophie, qui lui lança un regard inquiet. « Que s'est-il passé ? »« J'ai cassé quelque chose, » murmura Aline, les yeux baissés.
dans la chambre de Léla. « Ce n'était qu'un accident, » dit Sophie, posant une main réconfortante sur son épaule. « Attends-moi ici après. Je parlerai au docteur Beaumont. » Le bureau de M. Farid Al-Marzouki était impeccable, chaque objet parfaitement aligné sur son bureau en acajou massif. L'homme lui-même, avec sa barbe soigneusement taillée et son costume sur mesure, incarnait l'efficacité froide. « Mademoiselle Costa, » commença-t-il sans préambule, « nous avons reçu une plainte grave concernant votre comportement dans la chambre de Mademoiselle Al-Hussein. »« C'était un accident, monsieur, » dit Aline, la voix à peine audible. « Un accident coûteux, et ce n'est pas la première plainte. On me dit que vous avez pris l'habitude de vous attarder dans cette chambre, de chanter. » Son ton faisait de ce dernier mot une accusation. « Ce n'est pas ce pourquoi nous vous payons. Je pensais que ça pourrait aider. »« Vous n'êtes pas payé pour penser, mademoiselle Costa. » Il soupira, ajustant ses lunettes. « En temps normal, cela justifierait un licenciement immédiat. Cependant, compte tenu de vos états de service, jusqu'à présent satisfaisants, je vais vous offrir une dernière chance. Vous serez réaffecté au sous-sol, loin des patients. » Aline sentit un poids s'abattre sur ses épaules. Le sous-sol abritait la morgue et les salles de stockage. Un lieu sombre, froid, sans fenêtre. « Oui, monsieur. Merci, monsieur, » dit-elle mécaniquement. En sortant, elle trouva Sophie qui l'attendait, le visage grave. « Alors, je ne suis plus assigné à l'étage de Léla, » murmura Aline, les larmes aux yeux. « Je vais au sous-sol. » Sophie serra les poings. « C'est injuste. Le docteur Beaumont a vu comment Léla réagit à ta voix. Il va parler au cher, aujourd'hui, de ton talent. Ça n'a plus d'importance maintenant. »« Si, ça en a. Écoute. » Sophie baissa la voix. « Viens à la chambre de Léla ce soir, après ton service. Le docteur Beaumont veut faire une démonstration pour le cher. Il veut que tu chantes. Je ne peux pas, je perdrai définitivement mon emploi. Fais-moi confiance, » insista Sophie. « C'est peut-être ta seule chance. » Cette nuit-là, Aline s'assit seule dans son studio partagé, fixant ses mains calleuses. Elle se sentait écrasée. Chaque centimètre de son corps lui faisait mal de honte. Que faisait-elle ici, dans une ville qui ne la voyait que comme une ombre? Elle ouvrit son carnet. La première page disait « Même les fleurs invisibles peuvent parfumer une pièce ». Les mots de sa grand-mère. Les larmes brouillèrent les mots. Elle faillit fermer le livre, faillit laisser l'obscurité engloutir sa détermination, quand une voix, douce et fatiguée, résonna dans sa mémoire. La voix d'Amal. « Même ceux qui dorment ont des âmes qui écoutent. » Quelque chose en elle changea. Aline se leva, traversa la pièce jusqu'à la fenêtre et commença à chanter. Pas de musique. Pas de public, juste sa voix dans l'obscurité. Quand il me prend dans ses bras, la nuit retint son souffle. À 23 heures, Aline se glissa dans l'hôpital par l'entrée du personnel. Le gardien de nuit, M. Karim, la connaissait bien et ne posa pas de questions, lui offrant simplement un sourire fatigué. Les couloirs étaient presque déserts, éclairés faiblement par les lumières de sécurité. Devant la chambre de Léla, elle hésita. Et si c'était un piège? Et si Yasmine l'attendait à l'intérieur? « Tu es venue !» Elle sursauta. C'était le docteur Beaumont apparaissant silencieusement d'un bureau adjacent. « J'ai peur, » admit Aline. « C'est normal. Mais il faut que tu saches quelque chose. » Il s'approcha, baissant la voix. « Aujourd'hui, après ton départ, j'ai fait des tests sur Léla. Ses ondes cérébrales changent quand on lui fait écouter l'enregistrement que j'ai fait de toi hier. Pas quand c'est d'autres voix, pas même celle de sa sœur ou de son père, juste la tienne. »« Vraiment ?» murmura Aline, incrédule. « Vraiment. C'est comme si ta voix créait un pont vers elle. » Il sourit. « Le cher arrive dans 20 minutes. Il veut voir par lui-même. » La porte s'ouvrit doucement, révélant Sophie et Amal, cette dernière visiblement surprise de voir Aline. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Amal. « Elle va nous aider à réveiller Léla, » répondit Sophie avec un sourire confiant. « Tu savais ?» demanda Aline à son amie. « Pas tout, » admit Amal. « Mais j'ai entendu des rumeurs toute la journée, que la fille du cheikh avait réagi à une chanson.
que quelqu'un avec une voix spéciale pourrait la ramener. Le docteur Beaumont les fit entrer dans la chambre. Leila reposait comme toujours, immobile, mais paisible. Les machines autour d'elle émettaient leur bip régulier. « Je vais attacher ces électrodes à son front », expliqua-t-il en montrant un appareil sophistiqué. « Cela nous permettra de voir si son activité cérébrale change quand tu chantes. » Aline s'approcha du lit, tremblante. « Et si rien ne se passe ? » ?»« Alors nous aurons essayé, » dit simplement le médecin. Des pas résonnèrent dans le couloir. Le cheikh Rachid arriva, imposant dans sa dish d'achat blanche traditionnelle, suivi par un homme en costume que le docteur Beaumont présenta comme le professeur Martel, un neurochirurgien de Marseille. Le cheikh regarda Aline avec surprise. « C'est elle, la femme de ménage ?»« Oui, votre Excellence », confirma le docteur Beaumont. « C'est sa voix qui a provoqué les réactions les plus fortes chez votre fille. » Le cheikh s'approcha d'Aline, l'étudiant intensément. « Vous avez chanté pour ma fille ?»« Oui, monsieur, » répondit-elle tremblante. « Des chansons françaises que ma grand-mère aimait. »« Pourquoi ?» La question était simple, directe. Aline réfléchit un moment. « Parce que même dans le silence, on mérite d'entendre quelque chose de beau. » Le cheikh la considéra longuement, puis hocha la tête. « Montrez-moi. » Le docteur Beaumont installa rapidement les électrodes sur le front de Leila et alluma l'écran de monitoring. Puis il fit signe à Aline de commencer. Elle ferma les yeux, chassant la peur et la nervosité. Dans son esprit, elle n'était plus à Dubaï, mais de retour au Brésil, sous le manguier, sa grand-mère à ses côtés. Elle commença à chanter « La vie en rose », sa voix d'abord douce, puis gagnant en assurance et en profondeur. Personne ne parlait. Personne ne bougeait. Le temps semblait suspendu dans la mélodie qu'Aline tissait autour d'eux. Sur l'écran, les lignes vertes s'agitaient, dansant au rythme de sa voix. Et puis, le miracle. Un léger mouvement des doigts de Leila. Puis sa paupière qui frémit. Le docteur Beaumont se pencha en avant, observant intensément. « Continuez », murmura-t-il. Aline changea de chanson, passant à « Sous le ciel de Paris ». Les paroles coulant d'elle comme de l'eau claire. Une larme glissa sur la joue de Leila. La pièce retint son souffle collectivement. Puis, lentement, miraculeusement, les yeux de Leila s'ouvrirent. Le lendemain matin, l'hôpital Al-Maha bourdonnait de murmures. Aline, appelée non pas pour nettoyer, mais pour une réunion avec le docteur Beaumont, traversa les couloirs sous les regards curieux du personnel. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre. La fille du cheikh Rachid avait ouvert les yeux après 3 mois de coma, grâce à la voix d'une simple femme de ménage brésilienne. Dans une salle de conférence aux baies vitrées donnant sur la skyline étincelante de Dubaï, Aline attendait, les mains moites. La porte s'ouvrit sur le docteur Beaumont, accompagné du professeur Martel et d'un médecin émirati qu'elle n'avait jamais vu. « Aline » sourit le docteur Beaumont. « Je vous présente le docteur Nasser Al-Farsi, le médecin personnel de la famille Al-Hussein. » Le docteur Al-Farsi, un homme d'une 50aine d'années au regard perçant, l'étudia avec une curiosité non dissimulée. « Alors, c'est vous, la chanteuse miraculeuse ?» Aline rougit. « Je ne suis pas une chanteuse, monsieur. Juste une femme de ménage qui aime les vieilles chansons françaises. Leila a passé une bonne nuit, » intervint le docteur Beaumont. « Elle est consciente, mais encore faible. Elle ne parle pas beaucoup, mais... » Il sourit à Aline. « Elle a demandé à entendre la femme qui chante. » Le cœur d'Aline fit un bond. Elle a vraiment dit ça. « Oui, » confirma le docteur Al-Farsi, « et le cheikh Rachid souhaite vous voir immédiatement. » Aline suivit les médecins jusqu'à l'étage des suites privées. Dans le couloir, ils croisèrent Amal qui lui serra discrètement la main au passage, les yeux brillants de fierté. « Tu vois, » murmura-t-elle, « les miracles existent. » La chambre de Leila avait changé. Des fleurs fraîches ornaient chaque surface disponible, remplissant l'air d'un parfum délicat. Les rideaux étaient ouverts, laissant entrer la lumière dorée du matin. Et au centre, assise dans son lit, soutenue par des oreillers, Leila Al-Hussein regardait par la fenêtre. Elle tourna la tête à leur entrée.
Son visage était pâle, amaigri par les mois d'immobilité, mais ses yeux, d'un brun profond comme ceux de son père, étaient vifs et curieux. Le cheikh Rachid se tenait à côté du lit, une main posée protectivement sur l'épaule de sa fille. Quand il vit Aline, il se redressa. « Mademoiselle Costa, dit-il, sa voix grave et mesurée, ma fille souhaite vous rencontrer. » Aline s'approcha timidement. Leila l'observait avec une intensité troublante. « C'est toi, dit-elle doucement en anglais, sa voix rauque par le manque d'usage, la voix dans l'obscurité. » Aline hocha la tête, incapable de parler. « Tu chantais des chansons françaises ?» continua Leila, chaque mot semblant lui coûter un effort. « Je les entendais, comme à travers un brouillard épais. C'était la seule chose qui me rattachait au monde. » Le cheikh prit une profonde inspiration. « Les médecins m'expliquent que votre voix a créé une stimulation neurologique unique, un chemin vers la conscience de ma fille que même les meilleurs spécialistes n'avaient pu trouver. » « Je ne comprends pas comment c'est possible, » murmura Aline. Le professeur Martel s'avança. « C'est un phénomène rare, mais documenté. Certains patients, en état de conscience minimale, répondent à des stimuli très spécifiques, une voix, une mélodie, une odeur, qui créent une résonance émotionnelle profonde. Mais pourquoi moi? Pourquoi mes chansons ?» Leila sourit faiblement. « Quand j'étais petite, j'avais une nounou française, Madame Céleste. Elle me chantait ces mêmes chansons pour m'endormir. » Un silence étonné suivit cette révélation. « Le cerveau est un mystère, » sourit le docteur Beaumont. « Il crée des associations que nous ne pouvons pas toujours expliquer. Votre voix a ravivé des souvenirs profondément enfouis chez Leila, des souvenirs de sécurité, de confort. » Le cheikh Rachid s'approcha d'Aline, imposant mais avec une vulnérabilité nouvelle dans son regard. « Mademoiselle Costa, il n'existe pas de mots assez forts pour exprimer ma gratitude. Vous avez ramené ma fille alors que tous les experts du monde avaient échoué. Je voulais juste apporter un peu de beauté, » dit simplement Aline. « Et vous avez apporté la vie, » répondit-il. Puis, se tournant vers les médecins, « Le programme que vous suggérez, cette musicothérapie, doit commencer immédiatement. Et je veux que mademoiselle Costa y soit intégrée. » Le docteur Al-Farsi parut surpris. « Votre Excellence, nous pouvons engager des thérapeutes professionnels, des musiciens de... » « Non, » interrompit le cheikh. « Ma fille a répondu à cette voix. C'est cette voix qui continuera à la guider. » Aline secoua la tête, dépassée. « Mais... mon travail, ce n'est plus votre préoccupation, » assura le cheikh. « Vous serez convenablement compensé pour votre temps et vos talents. » Les jours suivants passèrent comme dans un rêve pour Aline. Elle fut relevée de ses fonctions de nettoyage et assignée exclusivement à la thérapie de Leila. Chaque matin, elle se rendait dans la chambre luxueuse et chantait pendant que le docteur Beaumont et son équipe mesuraient les réponses neurologiques de la jeune fille. L'après-midi, elle lisait des passages du Petit Prince en français. Leila répétant les mots après elle, retrouvant peu à peu non seulement sa force physique, mais aussi ses souvenirs de la langue. Un lien indéfinissable se formait entre elles, la fille du milliardaire et la femme de ménage, tissée de mélodies partagées et de mots français murmurés. Un soir, alors qu'Aline s'apprêtait à partir après une longue session, Leila l'appela doucement. « Tu n'as jamais demandé, » dit-elle. « Demandez quoi ? Ce qui m'est arrivé, pourquoi j'étais dans le coma. » Aline s'assit au bord du lit. « Ce n'était pas ma place de demander. » Leila regarda par la fenêtre vers les lumières de la ville qui s'allumaient dans le crépuscule. « J'étais en France, à Lyon, pour étudier l'art. J'avais un appartement près de la Saône. » Elle fit une pause. « Un soir, il pleuvait. Ma voiture a dérapé sur le pont. Je ne me souviens de rien d'autre. »« Je suis désolée, » murmura Aline. « Ne le sois pas, » sourit faiblement Leila. « C'est ironique, non ? C'est la France qui m'a presque tué et c'est une chanson française qui m'a ramené. » Aline prit doucement sa main. « La vie est pleine de ces contradictions. Tu sais ce que je veux faire quand je sortirai d'ici ?» Les yeux de Leila brillaient d'une détermination nouvelle. « Retourner à Lyon, terminer mes études, ne pas laisser la peur gagner. Tu es courageuse,
Non, dit Léla, serrant sa main. Toi, tu es courageuse. Venir dans un pays étranger, travailler dur, garder tes rêves intacts malgré tout, c'est ça le vrai courage. Cette nuit-là, en rentrant chez elle, Aline regarda les gratte-ciel de Dubaï qui montaient vers les étoiles comme des prières de verre et d'acier. Pour la première fois depuis son arrivée dans cette ville, elle se sentait vue, entendue, comme si sa voix, finalement, avait trouvé son écho. Cet après-midi-là, l'hôpital était rempli de murmures. Le personnel s'arrêtait pour observer Aline, autrefois femme de ménage invisible, maintenant au centre de toutes les attentions. Les médecins de France et des Émirats se tenaient dans la chambre de Léla, certains filmant, d'autres prenant des notes, tandis que la voix d'Aline s'élevait, pure et émotive, remplissant l'espace de sa chaleur. Le docteur Beaumont avait invité plusieurs collègues pour documenter ce qu'il appelait déjà le cas Costa Al-Hussein, un phénomène de réveil de coma par stimulation musicale personnalisée qu'il comptait présenter lors du prochain congrès international de neurologie à Genève. Aline, vêtue non plus de son uniforme bleu, mais d'une simple robe beige que Sophie lui avait prêtée, terminait les feuilles mortes quand la porte s'ouvrit brusquement. Yasmine entra, figée de stupeur devant la scène qui se déroulait. Ses yeux passèrent de sa sœur, maintenant assise et alerte, à Aline, debout près du lit. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» demanda-t-elle, son visage trahissant son incrédulité. « Elle chante », répondit calmement le cheikh Rachid, qui observait depuis un coin de la pièce. « Parce que sa voix a atteint ma fille là où la médecine ne pouvait pas. Mais elle reste. » l'interrompit-il. « Et tu la remercieras. » Yasmine ouvrit la bouche, puis la referma, ses joues s'empourprèrent. Pour la première fois, elle baissa la tête. Le docteur Khalil Nassar, un neurologue émirati respecté, s'approcha d'Aline. « Votre don dépasse la simple musique. Vous réveillez les âmes. » Quand elle eut terminé, la pièce éclata en applaudissements. Mais Aline ne regardait que Léla, dont les yeux brillaient de larmes d'émotion. « C'était magnifique », murmura la jeune fille. Yasmine s'avança lentement, visiblement mal à l'aise. Le silence tomba dans la pièce, tous les regards fixés sur elle. « Je vous dois des excuses », dit-elle finalement à Aline, les mots semblant lui écorcher la gorge. Aline secoua la tête. « Ce n'est pas nécessaire. »« Si, ça l'est », insista Yasmine, son arrogance habituelle temporairement éclipsée par une humilité forcée. « J'ai été injuste, cruel même. L'important, c'est que votre sœur se rétablisse, » répondit doucement Aline. Le cheikh s'approcha, imposant dans sa présence. « Ma fille aînée a beaucoup à apprendre sur l'humilité et la valeur des personnes au-delà de leur statut. » Il posa une main sur l'épaule d'Aline. « Mais elle apprendra, tout comme j'ai appris moi-même ces derniers jours. » Un silence respectueux suivit ces paroles. Puis, le docteur Beaumont frappa dans ses mains. « Nous devrions laisser Léla se reposer. Elle a fait d'incroyables progrès, mais son corps a encore besoin de récupérer. » Alors que tout le monde quittait la chambre, Yasmine retint Aline par le bras dans le couloir. Son regard était différent, toujours fier, mais avec une fissure dans son armure. « Comment avez-vous su ?» demanda-t-elle à voix basse. « Comment avez-vous su que la musique française la toucherait ?»« Je n'ai pas su, » admit Aline. « J'ai juste partagé ce que j'aimais, ce qui me rappelait chez moi. » Yasmine la dévisagea longuement. « Vous avez un livre, Le Petit Prince. Je l'ai vu dépasser de votre poche ce jour-là. » Oui, c'était aussi le livre préféré de Léla quand elle était petite. Notre mère le lui lisait. Cette révélation fit frissonner Aline. Encore une coïncidence, un fil invisible qui la reliait à cette famille. « Parfois, » dit doucement Yasmine, « l'univers place les bonnes personnes sur notre chemin, même quand nous sommes trop aveugles pour les voir. » Elle hésita, puis ajouta « Je suis désolée d'avoir été si aveugle. » Dans les jours qui suivirent, un changement subtil mais profond s'opéra dans l'attitude du personnel envers Aline. Les infirmières qui l'ignoraient auparavant la saluaient désormais avec respect. Les médecins s'arrêtaient pour lui parler, curieux de son parcours, de sa connexion avec la musique française. Amal observait cette transformation avec un mélange d'amusement et de fierté. « Tu vois,
dit-elle un matin alors qu'elle partageait un café dans la cantine. Même les puissants doivent s'incliner devant la vérité. Quelle vérité? Demanda Aline. Que la grandeur ne vient pas du titre ou de la fortune, mais de ce que tu portes en toi. Amal sourit, tapotant sa poitrine. De cette lumière que même la pauvreté ou l'invisibilité ne peuvent éteindre. Un soir, alors qu'Aline terminait une session avec Leila, la jeune fille lui montra un dessin qu'elle avait fait. Un portrait d'Aline chantant, ses traits capturés avec une délicatesse surprenante. « Tu as du talent », s'émerveilla Aline. « J'étudiais l'art à Lyon », expliqua Leila. « Je veux reprendre dès que possible. » Le cheikh Rachid entra à ce moment-là, accompagné d'un homme qu'Aline n'avait jamais vu, élégant dans un costume impeccable, avec des lunettes à monture fine et une serviette en cuir. « Aline, » dit le cheikh, « voici monsieur Philippe Moreau, directeur du Conservatoire international de musique de Dubaï. » L'homme lui tendit la main, souriant chaleureusement. « Mademoiselle Costa, c'est un plaisir de vous rencontrer. J'ai entendu parler de votre don extraordinaire. » Aline serra sa main, confuse. « Mon don ? Votre voix, » expliqua le cheikh. « Monsieur Moreau souhaite vous offrir quelque chose. » Le directeur ouvrit sa serviette et en sortit un document officiel. « Le conservatoire souhaite vous offrir une bourse complète pour étudier le chant et la musicothérapie. Votre cas avec mademoiselle Al-Hussein est remarquable et votre talent naturel est exceptionnel. » Aline regarda le document, incrédule. « Mais je n'ai pas de diplôme, je n'ai même pas terminé le lycée. Nous vous aiderons à compléter votre éducation formelle parallèlement, » assura M. Moreau. « Ce qui compte, c'est ce don rare que vous possédez. » Le cheikh ajouta « J'ai personnellement créé une fondation pour soutenir la recherche en musicothérapie. Vous en serez la première bénéficiaire. » Leila prit la main d'Aline, dit oui. « Le monde a besoin d'entendre ta voix. » Les larmes aux yeux, Aline hocha la tête, incapable de parler. Plus tard, ce soir-là, elle s'arrêta dans la petite chapelle multiconfessionnelle de l'hôpital. Seule dans la pénombre apaisante, elle s'assit sur un banc, contemplant le vitrail qui filtrait la lumière de la lune. « Donna Lucia » murmura-t-elle, s'adressant à sa grand-mère quelque part dans les étoiles. « Tu avais raison. Les fleurs invisibles parfument aussi les pièces. » La porte s'ouvrit doucement. C'était Yasmine, surprise de trouver quelqu'un là. « Oh, pardon !» dit-elle, s'apprêtant à partir. « Non, restez !» invita Aline. « Il y a de la place. » Yasmine hésita, puis vint s'asseoir à l'autre bout du banc. Elles restèrent en silence un moment, chacune perdue dans ses pensées. « Ma sœur veut retourner en France », dit finalement Yasmine. « Elle dit que vous lui avez donné le courage de ne pas abandonner ses rêves. » Aline sourit. « Elle est forte. » « Oui. » Yasmine regardait droit devant elle. « Elle a toujours été la plus courageuse de nous deux. Moi, j'ai choisi la facilité, le pouvoir, l'argent, les apparences. Il n'est jamais trop tard pour choisir différemment. » Yasmine tourna la tête vers elle, surprise par cette simplicité. « Comment pouvez-vous être si indulgente? Après la façon dont je vous ai traité ?» Aline réfléchit un moment. « Au Brésil, ma grand-mère disait toujours « L'amertume est un luxe pour ceux qui n'ont rien d'autre à porter. » J'ai déjà trop apporté. Mes rêves, mes espoirs, ma musique. Yasmine hocha lentement la tête. Puis, dans un geste inattendu, elle tendit la main vers Aline. « Merci d'avoir sauvé ma sœur. » Aline prit sa main. « Merci de me voir maintenant. » 2 mois plus tard, Aline ne portait plus d'uniforme de nettoyage. Une bourse complète du Conservatoire international de musique de Dubaï lui avait été accordée, parrainée par la famille Al-Hussein. Elle vivait maintenant dans un petit appartement près de Dubaï Creek et donnait des cours de chant 2 fois par semaine dans une école locale pour enfants réfugiés. Le soleil de septembre baignait la ville d'une lumière dorée lorsqu'Aline traversa le hall luxueux du conservatoire. Ses pas résonnèrent sur le marbre, mais cette fois, ce n'était pas pour le nettoyer. Elle portait une simple robe bleue et un cartable en cuir offert par le cheikh Rachid contenant ses partitions et son carnet d'écriture. « Mademoiselle Costa !»
l'appela Monsieur Leclerc, son professeur de technique vocale, un Français énergique aux cheveux argentés. Juste à temps pour rencontrer notre invité spécial. Il la guida vers la salle de répétition principale où une femme élégante d'une 60aine d'années attendait, assise au piano. Ses cheveux gris étaient élégamment coiffés en chignon et elle portait une tenue sobre mais raffinée. « Aline, voici Madame Isabelle Dufresne, anciennement de l'Opéra de Paris, maintenant directrice du programme de musicothérapie à l'Université de Lyon. » Aline serra la main de la femme, intimidée mais déterminée à ne pas le montrer. « Alors, c'est vous, la jeune femme dont tout le monde parle », sourit Madame Dufresne, son français impeccable, roulant comme une rivière tranquille. « Le docteur Beaumont m'a envoyé un enregistrement de votre voix. C'est remarquable. »« Merci, madame », répondit Aline en français, sa prononciation s'améliorant chaque jour grâce à ses cours intensifs. « Montrez-moi ce que vous savez faire », demanda Madame Dufresne, s'installant au piano. « Une chanson de votre choix. » Aline hésita un instant, puis choisit « Hymne à l'amour » d'Édith Piaf. Fermant les yeux, elle laissa la mélodie l'envahir, sa voix s'élevant d'abord douce, puis gagnant en puissance et en émotion. Quand elle termina, Madame Dufresne resta silencieuse un moment, ses doigts encore posés sur les touches du piano. « Vous n'avez jamais eu de formation ?» demanda-t-elle finalement. « Non, madame. Juste les chansons que j'entendais à la radio, au Brésil. »« Incroyable !» La femme se leva, s'approchant d'Aline. « Votre voix est un diamant brut, avec la bonne formation. » Elle sourit. « J'aimerais vous proposer quelque chose. Après votre première année ici, venez étudier à Lyon. J'ai un programme qui combine musicothérapie et performance. Votre expérience avec Mademoiselle Al-Hussein serait inestimable pour nos recherches. » Le cœur d'Aline bondit dans sa poitrine. Lyon, la France, le pays dont elle avait tant rêvé, dont elle avait appris la langue et les chansons sans jamais espérer le voir un jour. « Ce serait un honneur !» balbutia-t-elle. Plus tard, ce jour-là, Aline se rendit à l'hôpital pour sa visite hebdomadaire à Leila. La jeune fille se remettait progressivement, sa force revenant peu à peu. Elle marchait maintenant avec une canne et ses joues avaient retrouvé leur couleur. « Aline !» s'exclama-t-elle joyeusement en la voyant entrer. « J'ai une nouvelle incroyable. »« Moi aussi !» sourit Aline, s'asseyant au bord du lit. « Toi d'abord !» insista Leila. « Madame Dufresne, de Lyon, m'a proposé d'étudier là-bas après ma première année ici. » Les yeux de Leila s'illuminèrent. « Lyon ? Mais c'est parfait. C'est exactement ce que j'allais te dire. Les médecins m'ont donné leur accord. Je retourne à Lyon en janvier pour reprendre mes études d'art. » Elles se regardèrent, émerveillées par cette coïncidence qui ressemblait à un signe du destin. « On pourrait y être ensemble, » murmura Leila. « Toi avec ta musique, moi avec mes pinceaux. Comme si tout avait été écrit, » acquiesça Aline. La porte s'ouvrit sur Amal qui apportait des fleurs fraîches. « Regardez-vous toutes les deux, » sourit-elle. « Qui aurait cru il y a quelques mois ?» Aline se leva pour l'embrasser. « Comment va ton neveu ?» demanda-t-elle, sachant qu'Amal avait récemment réussi à faire venir le fils de sa sœur de Palestine. « Il s'adapte, » sourit Amal, « et il adore les cours de chant que tu lui donnes. »« Il a une belle voix, » affirma Aline, « et une oreille musicale exceptionnelle. » Amal déposa les fleurs dans un vase près de la fenêtre. « Le cheikh m'a parlé de la proposition de Lyon, » dit-elle. « Il veut te voir dans son bureau avant que tu partes. » Une heure plus tard, Aline se tenait dans l'imposant bureau du cheikh Rachid, au dernier étage de sa tour d'affaires dominant la marina de Dubaï. Les murs étaient ornés de calligraphie arabe et d'art contemporain, et par les fenêtres, on pouvait voir la ville s'étendre jusqu'à l'horizon brumeux. « Aline » l'accueillit-il chaleureusement, se levant de son bureau. « Comment se passe votre adaptation au conservatoire ?»« Très bien, votre Excellence. Je suis reconnaissante pour cette opportunité. »« C'est moi qui suis reconnaissant, » répondit-il gravement. « Madame Dufresne m'a parlé de son offre. Lyon est une ville magnifique. » Il sourit. « C'est là que j'ai rencontré la mère de mes filles, il y a bien longtemps. » Cette révélation surprit Aline. « Je ne savais pas. Peu de gens le savent,
Elle était française, professeure de littérature. Elle nous a quittés il y a 10 ans. Son regard se perdit un instant dans les souvenirs. Elle aurait aimé votre voix et ce que vous avez fait pour notre fille. Il se dirigea vers un coffre-fort dissimulé derrière un tableau et en sortit une petite boîte. « J'ai quelque chose pour vous », dit-il, lui tendant l'écrin de velours. Aline l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait un délicat pendentif en or, représentant une note de musique sertie d'un minuscule diamant. « C'est... » Elle chercha ses mots. « Un talisman », expliqua-t-il, « pour vous rappeler que votre voix est précieuse et que vous aurez toujours une place ici, à Dubaï, quels que soient les chemins que vous emprunterez. » Les larmes aux yeux, Aline accepta le cadeau. « Merci, Votre Excellence. »« Appelez-moi Rachid, » sourit-il. « Vous avez gagné ce droit. » Cette nuit-là, Aline marchait le long de la plage avec Amal, regardant les vagues lécher doucement le rivage. Les lumières de la ville scintillaient derrière elle, rivalisant avec les étoiles. « J'ai du mal à croire tout ce qui s'est passé, » confia Aline, les pieds nus dans le sable tiède. « Il y a 3 mois, j'étais invisible, nettoyant des chambres que personne ne remarquait. » Amal sourit, resserrant son foulard contre la brise. « Et maintenant ?» Aline prit une profonde inspiration, l'air salé emplissant ses poumons. « Maintenant, je sais. Même le silence a un son. Et parfois, c'est une chanson. » Elles marchèrent en paix, les vagues léchant doucement le rivage. « Tu reviendras ?» demanda Amal. « Après Lyon ?»« Bien sûr, » affirma Aline. « Il y a tant d'enfants ici qui ont besoin de musique. Des enfants comme le petit Tarek à l'école des réfugiés qui a recommencé à parler après nos sessions de chant. Tu vas changer des vies, dit simplement Amal. Comme tu as changé la mienne, répondit Aline, serrant la main de son amie. Quelques jours plus tard, Aline reçut une lettre inattendue. Elle portait un timbre brésilien et l'écriture tremblante de sa tante Maria. À l'intérieur se trouvait une vieille photo en noir et blanc de sa grand-mère, jeune, debout devant une radio et une coupure de journal local mentionnant la fille de Salvador, qui avait accompli un miracle à Dubaï. « Même ici, » écrivait sa tante, « ta chanson est entendue. » Aline pressa la photo contre son cœur, puis la plaça soigneusement dans son carnet, à côté de la phrase que sa grand-mère répétait souvent. Même les fleurs invisibles peuvent parfumer une pièce. Et quelque part dans le monde, une vieille radio à Salvador jouait une chanson française. Même l'invisible, murmura Aline, peut faire écouter le monde.